chose sur les titrages redox, ça manquait dans la série. Alors, un titrage, que ce soit un titrage redox ou un titrage acide-base, c'est toujours la détermination d'une concentration inconnue. Donc, la concentration inconnue va se mettre dans un Erlenmeyer. On va prendre un échantillon de volume connu. Et on va ajouter à ça, en fait, dans une burette, un volume précis d'une solution de concentration connue, ici. Voilà. Et alors, on va ajouter une certaine quantité. Donc, ce qu'on mesure, ce qu'on observe, c'est un certain volume de solution ajoutée, de la solution connue, jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose. Donc, on recherche en fait l'équivalence, le volume de solution de l'équivalence. Et en fait, ces manipulations de titrage ne peuvent se faire que pour des choses visuelles. Donc, en titrage acide-base, c'est pas difficile, puisqu'à un certain moment d'un titrage acide-base, il y a un gros saut de pH qui peut être visualisé par un virage d'indicateur, souvent la phénylphtaline, mais parfois il faut adapter si le saut se fait à un autre niveau ou est plus petit. Alors pour les redox, ça va changer, c'est qu'il va falloir aussi avoir quelque chose qui change de couleur et on va trouver des couples redox qui sont très colorés. Donc il y a deux sortes de titrages en redox, des titrages manganométriques, donc ils vont mettre en jeu du manganèse, et des titrages iodométriques qui vont mettre en jeu de l'iode. Alors, les deux formes du manganèse qui sont fort colorées, c'est le MnO4-, donc le permanganate, souvent vendu sous forme de permanganate de potassium, KMnO4. Donc ça, c'est des solutions qu'on a en labo pour mettre dans les burettes. On en a de différentes concentrations. C'est vraiment un beau violet, très coloré. Et donc, on va ajouter, par exemple, si on fait un titrage manganométrique, cette solution violette, tant qu'elle réagit, ici, on ne verra plus le violet. Donc, le violet sera dans la burette, n'apparaîtra pas dans la solution tant qu'il y a réaction. Et à la première goutte en excès, on aura l'apparition du violet. Donc là, le changement de couleur, c'est dès que le violet reste présent dans la solution, on a atteint l'équivalence, le moment où on a ajouté exactement ce qu'il faut de permanganate dans la solution. Alors pour l'iode, c'est un peu plus compliqué. Donc le permanganate, le couple, en fait, c'est avec du Mn2+. Donc quand il est ajouté, il est réduit. Il prend le père, je sais, oui. Oui, c'est un oxydant qui prend, et s'il prend, c'est une réduction. Ouais, il va subir une réduction pour donner du Mn2+. Alors pour l'iode, c'est pareil. Donc l'iode, c'est une solution brune, un peu comme de l'isobétadine, ça contient de l'iode, et ça forme du I- qui est incolore. Donc ces deux-ci sont des ions incolores, Mn2+ et I-. Alors pour l'iode, c'est un peu plus compliqué. Donc de nouveau, on va mettre des solutions d'iode de concentration connue. C'est assez difficile à faire, des solutions d'iode. Ce n'est pas très soluble, mais il y a moyen quand même, en prenant du temps et en chauffant. Et donc ça va donner incolore. Et puis à un moment, ça va devenir un petit peu jaunâtre. Parce que l'iode, très dilué, donc dès la première goutte en trop, ce n'est pas aussi coloré que le permanganate. Donc on ne verra pas un beau violet d'un coup, on verra quelque chose un peu jaunâtre. Donc on doit ajouter, quand on fait la réaction avec l'iode, de l'amidon. Donc l'amidon est ajouté dans l'Erlen ici, comme si c'était un indicateur, mais ce n'est pas vraiment lui qui donne la couleur. C'est la présence d'iode, mais bien visualisée par l'amidon qui va permettre de le faire. Donc on va faire un premier exercice concret. Donc la question qu'on se pose, c'est quelle est la concentration d'une solution. Alors ça, dans l'exercice qu'on vous propose, c'est une solution de sulfate de fer 2. Alors le fer, le sulfate a une valence de 2, ça il faut savoir par cœur, c'est la même valence que le soufre. Et si on vous parle de fer 2 et non pas de fer 3, c'est celui qui a une valence 2. Donc ici, le sulfate de fer 2 n'a pas d'indice. Et donc le sulfate de fer 2 est notre échantillon. On nous propose de prendre 10 ml. Donc de prendre ça se prend toujours à la pipette jaugée. On prend 10 ml d'échantillon de sulfate de fer 3, c'est notre inconnu. On va ajouter à ça du permanganate de potassium, donc dans la burette. On va rajouter du KMnO4 pour le faire réagir avec le FeSO4. Alors ceci, ça pourrait être un exercice de prévision de redox. Donc qu'est-ce qu'on a dans le pot du Fe? Alors si on regarde en solution aqueuse, ce sel de sulfate de fer 2, c'est en fait des ions séparés. Hein. Il y a du Fe++, il y a du SO4-. Dans la burette, il y a du K+, et du MnO4-. Donc il faut être capable d'écrire une équation
de dissociation des sels. Donc juste pour un sel à la fois, on peut rajouter de l'eau et on obtient les ions. Mais ici, je ne fais pas le détail de l'équation de dissociation, mais vous devez savoir le faire. Alors, donc ce qu'on propose de faire quand on rajoute du permanganate de potassium sur du sulfate de fer, c'est de faire réagir quelque chose dans tous ces trucs-là. Alors, pour prévoir une réaction redox, il faut utiliser l'arrière du tableau périodique. Et donc, on regarde les potentiels normaux de réduction. Alors, on part toujours des oxydants les plus forts, et on descend, et on voit que le MnO4- est assez haut dans les oxydants. Donc, c'est quelque chose qui va pouvoir être utilisé sur tous les autres... pour une réaction avec tous les réducteurs qui sont ici. Donc, c'est assez largement utilisé, le permanganate. Alors, on voit que ça doit se faire en milieu acide. Donc, dans la petite équation ici, on voit que le permanganate réagit seulement s'il y a la présence d'ion H+. Et donc, dans l'Erlenmeyer, quand on fera ce titrage permanganique, on rajoutera un peu d'acide pour permettre la réaction dans l'Erlen, mais sa quantité ne doit pas être super précise, on la rajoute assez bien. Et donc, on voit le fameux Mn2+ incolore. Donc, on a une demi-équation ici. Je vais la recopier, mais attention, elle va s'effacer. MnO4- plus 8H+, plus 5 électrons. Alors, elle peut aller dans les deux sens, mais nous, elle ira dans le sens le MnO4 qui est le réactif. Donc, celui-ci, on peut déjà l'oublier. Mn2+, plus 2H2O. Et on voit que c'est à plus 1,49 volts, mais on n'aura pas besoin ici, on n'aura pas de fabrication de piles. Alors, donc on a déjà un oxydant assez fort. Et on va chercher, pour pouvoir avoir une redox, il nous faut un réducteur. Donc pour ça, on va descendre tout en bas du tableau et on va remonter. Donc ici, on cherche de ce côté-ci. Je vois un fer. Mais c'est un fer sans les 2+. Donc moi, ce que je cherche, c'est un Fe2+. Donc si j'avais un clou de fer, je pourrais faire une réaction, mais ce n'est pas le cas ici. Je monte. Ah, j'en trouve un ici. Donc le Fe2+ est capable de jouer le rôle de réducteur. Attention que si vous avez cherché du mauvais côté, vous êtes peut-être tombé sur l'effet de plus ici, mais attention, là, il est oxydant. Donc si vous voulez faire réagir avec le MnO4, du effet de plus, il ne faut pas aller le chercher du même côté. Donc un oxydant et un oxydant ne vont jamais réagir. Donc il faut prendre le MnO4 côté oxydant, le Fe côté réducteur. Et donc l'équation que je vais écrire, elle est dans ce sens-là. Donc mon réactif, c'est le Fe de plus, et il va donner Fe3+, plus électrons. Donc je recopie ça ici. Fe2+, va donner Fe3+, plus électrons. Et ça, c'est mon réducteur. Alors, on va dire qu'il est fort. Il n'est pas spécialement très fort, mais en tout cas, il est plus fort parmi tous ceux qui sont là. Alors, les SO4 et le K+, on pouvait les trouver aussi. Mais voilà, les K+, ils sont un oxydant, mais très très faible. Ils ne vont presque jamais réagir, ils vont être spectateurs. Les SO4, il est dedans aussi, mais du côté des oxydants. Quand on a autant d'oxygène, on est souvent du côté... Oui, ici, mais il n'est pas... Ça va être une réaction spontanée avec un réducteur aussi haut. Le SO4, ici. Donc de nouveau, pas possible de faire réagir MnO4 avec SO4. Donc si on veut faire une prévision de redox entre du sulfate de fer et du permanganate, du sulfate de fer 2 et du permanganate de potassium, c'est ce qu'on trouve comme réactif, c'est le Fe2+ comme réducteur, le MnO4 comme oxydant. Même si les autres sont situés, ils ne sont pas les plus forts dans le pot. Alors une fois qu'on a trouvé les deux demi-équations à l'arrière du tableau, alors si vous êtes fort, vous pouvez le faire sans l'arrière du tableau, en regardant les nombres d'oxydation qui varient, etc. Il y a moyen de trouver ces demi-équations-là. Il faut savoir le faire, parce qu'il y a des équations qui ne sont pas à l'arrière du tableau, et il y en a une à l'examen. Donc il faut savoir la technique d'ajout des électrons, des H+, des H2O. Alors, une fois qu'on a trouvé ces deux demi-équations, grâce au tableau ou pas, on doit faire attention pour écrire la redox globale. Donc ça, c'est une demi-équation. Donc c'est une demi-équation qui est une équation de réduction et une équation d'oxydation. Donc celle-ci, où on ajoute des électrons, c'est la réduction. Et celle-ci, où on a retiré des électrons, c'est une oxydation. Alors pour ajouter ces deux demi-équations, on va additionner. Attention que quand on additionne quelqu'un qui prend des électrons et quelqu'un qui en donne, il faut que ça tombe juste. Donc attention, pondérer l'échange. Donc pour que celui-ci, qui en a besoin de 5, en reçoive 5 de celui-ci, il va falloir tout multiplier par 5. On va changer de couleur. Allez, l'orange, ça me dit bien. Tout ceci, on va faire fois 5. Ça
Voilà, pour pouvoir avoir un bon échange de 5 électrons et de 5 électrons ici. Alors, on additionne ces deux équations. Donc MnO4- plus 8H+, plus 5 électrons, qui va donner... Oh, pardon. Je n'additionne rien ici. Pour l'instant, je n'ai pris que la première. Donc, j'ai repris tout le haut ici. Je vais additionner ici à l'autre réactif qui est dans la deuxième demi-équation. Donc, plus 5 Fe++. Maintenant, je passe du côté des produits. Donc, j'ai ici Mn2+, que je ne multiplie par rien, 2H2O que je ne multiplie par rien, et 5 Fe3+, 5 Fe3+, et 5 électrons. Je vois que j'ai bien apporté et reçu les mêmes électrons, les mêmes quantités d'électrons. Je peux les simplifier. Et donc ça, c'est une équation redox ionique à partir des deux demi-équations de l'arrière du tableau. On peut passer à une redox moléculaire. Dans ce cas-là, on va rajouter des contrions. Donc, et on va arriver à la moléculaire. Ionique, moléculaire. Alors, les contrions de MnO4-, c'est K+. C'est comme ça qu'il est venu, hein, KMnO4. Les contrions de H+, c'est SO4-. Ah oui, on ne l'a pas dit, mais le milieu acide, en redox, c'est souvent H2SO4. Alors ici, c'est encore plus pratique d'utiliser H2SO4, comme ça les contrions seront les mêmes partout. Alors le fer, il est venu aussi avec ces SO4-. Donc pour ne pas varier les contrions négatifs, autant utiliser le même aussi. Donc KMnO4, 1 MnO4, 1 K. On n'oublie pas d'ajouter un K+ de l'autre côté. Pour les acides sulfuriques, il faut 2 H pour 1 SO4. Hein, les balances, il faut toujours les respecter. Donc si j'ai 8 H mis par 2, j'ai 4 H2SO4. Pour les FeSO4, j'ai 5 fer, donc je vais avoir besoin de 5 SO4, avec 4 ici, puisque dans chaque j'en ai. Donc ça me fait 9 SO4 à rajouter par là. Voilà, donc j'ai fait réagir une molécule de KMnO4 avec 5 molécules de FeSO4 en milieu acide, ça on s'occupe un peu moins. De l'autre côté, en fait, on pourrait ne pas s'occuper de cette équation-ci, puisque une redox, ce qu'on obtient comme produit de titrage, ça va toujours à la poubelle. Ce n'est pas une fabrication de produits, c'est vraiment les deux réactifs qu'on dose dans le problème stoichiométrique, mais on va faire ça bien ici. Donc mon mon Mn2+, cette fois-ci, il a des charges positives, et donc son contrion, c'est pas K+, c'est SO4. Donc je lui mets du SO4, ils ont tous les deux une valence 2. J'ai un Mn, je vais prendre un des SO4, il m'en reste 8. H2O, je n'y touche pas, c'est une molécule, je la garde bien tranquille. Mes 5 Fe, ils vont se mettre dans une molécule entre Fe et SO4, mais ce n'est plus du fer 2, c'est devenu du fer 3. Alors là, ça va nous poser un gros problème, c'est qu'il y a 2 fers pour 3 SO4, et j'ai un nombre impair de fer. Donc comment est-ce que je vais faire pour faire 5 répartis par 2 ? Ben, je vais avoir un souci. Je vais faire tout fois 2. Donc sinon, je devrais écrire 5 demi. Et 5 demi, ça fait 2,5, c'est pas un nombre entier, ça ne va pas bien le faire. Et donc je devrais avoir pris 5 demi fois 3 SO4, donc ça commence à devenir un peu difficile. Et donc je vais tout faire fois 2. Donc allons-y. 2 KMnO4, 8 H2SO4, 10 FeSO4, 2 MnSO4, 4 H2O, et ici 5 demi fois 2, ça devient un beau 5, plus demi. Yops. Et après, j'ai plus personne à multiplier par 5. Hein. Ok, et donc on fait tout fois 2. Hein. On en avait 16, on en a pris plus, 10, 10, ici 2, 2, 4, 10 pour que ça tombe juste. Et si on en avait 18, on n'en a plus que 16. Ok, et donc on a utilisé 5 fois 3 SO4, il nous en restait 16, maintenant on en a utilisé 15. Il nous en reste encore un de SO4. Ben, ça tombe bien parce que 1 SO4 et 2 K+, ben, ça va être des choses qui nous restent sur le côté. K2 SO4. Et donc quand on pondère une réaction redox entre le MnO4- et le Fe2+, ça donne ce genre d'équation assez abominable, mais elle est déjà prévue à l'arrière du tableau à moitié. Hein. Donc il faut faire attention de bien pondérer l'échange d'électrons. Au niveau des contrions, de bien faire attention de mettre des plus avec des moins. Et au niveau de la fin, ici c'est vraiment une difficulté qui arrive rarement, hein, d'avoir des nombres impairs avec des molécules qui ont des nombres pairs d'atomes dedans. Ne pas oublier de bien regarder la fin des contrions. Donc, si on en a ajouté plus d'un côté que de l'autre, il faut ajouter ce petit sel spectateur.
pour bien pondérer l'équation. Alors, je vais tout déplacer parce que j'ai un peu mal géré. Alors, on va maintenant s'attaquer au titrage proprement dit. Donc, s'attaquer à un problème de titrage, c'est tout d'abord faire une pondération de redox. Et donc, ici, on va reprendre du blanc. Et donc, qu'est-ce qu'on a comme problème de titrage? On avait un échantillon de 10 ml de concentration inconnue, de FeSO4, et on avait une burette de KMNO4 de concentration connue. Alors, la concentration connue de ce titrage qu'on vous propose, c'est du 0,02 molaire. Et le volume observé, donc on vous dit qu'on a observé l'équivalence, le changement de coloration après l'ajout de 20 ml de cette burette. Alors ça, c'est des informations numériques, hein, la concentration, le volume sur la burette et le volume sur l'échantillon. C'est exactement le même genre que pour l'acide, hein, pour les titrages acide-base, où vous avez la concentration et le volume de la burette, et vous avez le volume de l'échantillon. Alors, selon que ce soit des acides et des bases, vous avez CVSA, CAVSB, ça c'est quand ça marche bien, quand vous avez le même nombre d'acides que de bases. Donc en acide-base, le problème de titrage, c'est une petite équation. En redox, ça va être plus problématique parce que ce n'est pas toujours des coefficients de 1. Donc comme ici, on a besoin de 2 molécules de la burette pour 10 molécules de l'Erlen, on ne va pas pouvoir utiliser cette formule simplifiée. Et donc, le KMNO4 est dans la burette. Et celui-ci, c'est notre échantillon dans l'Erlen. Et donc, ce qu'on sait sur la burette, c'est sa concentration, 0,02 molaire. On sait son volume observé. Ici, il n'y a pas vraiment de graphique titrage ou voir le volume de l'équivalence sur le seau, puisqu'il n'y a pas de mesure en continu. Il y a juste la mesure du volume au changement de couleur. On vous a dit 20 ml, ça fait 0,02 litres. Alors, si vous obtenez le nombre de moles, alors des moles par litre, vous devez multiplier par des litres. Ça fait 0,0004 mots, pas grand-chose. Alors, pour les titrages, quand vous faites un problème stoichiométrique de titrage, vous devez toujours arriver à pile poil le bon ajout. Donc, l'équivalence, c'est quand on a ajouté exactement la même quantité, ici, le nombre de moles de l'oxydant et le nombre de moles de réducteur est exactement la quantité qu'il faut. Ici, pas exactement la même puisqu'il y a les coefficients, mais on a ajouté exactement ce qu'il fallait. Celui-ci disparaît par 2, celui-ci disparaît par 10, mais au final, la réaction est sans effet, sans excès ni défaut. Ok, alors, il faut trouver le multiplicateur. Alors, tout le monde ne travaille pas avec ce genre de multiplicateur, mais moi, j'ai l'habitude de faire comme ça. Donc, si j'ai 0,004 moles qui disparaissent par 2, mon équation ici est utilisée avec un multiplicateur de 0,0002. Alors, je vais obtenir ici 0,10 fois 0,0. Donc, mais pour remonter, on doit faire un plus, comme quand on descend, c'est un calcul écrit avec un moins. Alors 10 fois 0,0, ça fait un 0 en moins, et ça c'est le nombre de moles. Alors ceux qui veulent travailler en disant que c'est 2 dixièmes, 10 demi de celui-là, donc j'ai fait en fait ici 1 fois 5, ça marche aussi, mais je trouve ça moins joli que des problèmes stoichiométriques où on indique ce qu'on a au départ, ce qui a changé, ce qu'on a à la fin. Donc dans un problème stoichiométrique de titrage, on a ici notre échantillon qui contenait une certaine quantité inconnue, on vient de la trouver, la concentration initiale de l'échantillon, le nombre de moles. Alors pour trouver sa concentration, il faut encore utiliser le volume de solution de l'échantillon. Alors la burette, on vous dit qu'on a ajouté 20 ml, l'échantillon, on vous a dit qu'on avait prélevé 10 ml. Donc ici, c'est 10 ml, 0,01 litre. Et pour trouver la concentration, de la concentration vers le nombre de moles, on multiplie par les litres, et du nombre de moles vers la concentration, on divise par le volume. Donc des moles divisé par des litres, ça fait bien des moles par litre. Et donc on se retrouve avec une concentration 0,2 molaire. Et c'est la réponse au titrage. Voilà, donc pour les titrages redox, la difficulté, ce n'est pas tellement le problème stoichiométrique de redox, ça c'est facile, c'est un problème stoichiométrique sans excès, c'est plutôt écrire cette fameuse équation, et ça, il y a des exercices d'entraînement, d'écriture, de pondération de redox, plus ou moins complexes. Et donc les titrages, c'est une mesure qu'on fait souvent en chimie, qui est assez visuelle, et qui permet de déterminer les concentrations de différentes solutions, des échantillons de la nature, de pollution, des choses comme ça. Ça peut être des exercices concrets.
Merci de votre attention. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de me faire gagner plein d'argent sur YouTube. Bonnes vacances si c'est bientôt le cas.